Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle causerie organisée par l'ACFAS Acadie, l'antenne régionale en Atlantique de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences, et par le service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. Je vous remercie de nous suivre aujourd'hui en direct sur les pages Facebook de l'ACFAS Acadie et du SVES, ainsi que sur Twitch. On a beaucoup de privilèges de vous avoir avec nous à l'instant. Je m'appelle Antoine Zboralski, je suis étudiant au doctorat en sciences de la vie à l'Université de Moncton et représentant étudiant à l'ACFAS Acadie. Et donc je vais aujourd'hui animer cette causerie avec Éric Doucet, qu'on a aujourd'hui le plaisir, même l'honneur de recevoir. Éric, merci d'être avec nous. Bonjour Antoine. Aujourd'hui, on va parler de... Donc Éric, tu es, pour commencer, doctorant en études littéraires à l'Université de Moncton et ton sujet porte sur la rhétorique de l'obsession de l'or et de l'argent dans l'œuvre de l'auteur français controversé Louis-Ferdinand Céline. Alors, tu as présenté avec brio il y a quelques semaines ton sujet en 3 minutes seulement à ma thèse en 180 secondes. C'était excellent. Et aujourd'hui, on va te donner un peu plus de temps pour en parler, parce que 3 minutes, c'est un peu court, il faut le dire. Donc, on va en parler pendant une trentaine de minutes avec Éric. On va discuter, on va avoir quelques questions. Et puis, après, on prendra des questions du public qui nous écoute maintenant. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes chez vous dans le confort de votre maison ou éventuellement au travail, à poser des questions en commentaire de la vidéo sur Facebook, sur Twitch, et j'attacherai de les relayer à Éric, donc dans une trentaine de minutes. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Éric, quel est ton parcours et comment ce parcours t'a permis d'arriver à ce sujet particulier? Oui, merci de me recevoir. Pour ce qui est de mon parcours, comme je me rends compte en discutant avec des doctorants que je suis vraiment pas le seul, en fait, on est peut-être même la majorité même à avoir des parcours un peu sinueux. Moi, j'ai fait un bac en littérature à Montréal. C'est là que j'ai connu Céline. Genre, j'y reviendrai plus tard, mais j'avais eu la chance de faire un séminaire donné par une grande professeure, Anne-Hélène Clich, à l'époque. Puis ensuite, je m'intéressais aux arts, je m'intéressais aux beaux-arts, je m'intéressais à l'histoire. Alors, j'ai pris un certain temps là, de congé entre le bac et la maîtrise. J'ai enseigné au secondaire. Puis là, quand je suis arrivé ici à Moncton, j'ai fait une rencontre déterminante avec un prof au département d'histoire, Jean-Luc Bonneau. On a travaillé ensemble pour mon projet de maîtrise. C'était une maîtrise en histoire, mais qui s'intéressait beaucoup à comment l'histoire s'écrit. C'était plus une maîtrise qui traitait d'historiographie, pardon. Donc, j'étais toujours très près là, de la littérature. Puis, en continuant mon cheminement là, ici, à l'Université de Moncton, j'ai rencontré David Descaries, qui est mon directeur de thèse, qui, lui, est un grand spécialiste de Céline. Les premières fois qu'on s'est rencontrés, c'était supposé être une rencontre informelle où on allait juste parler du programme, parce que j'allais là pour m'informer, dans le fond. Est-ce qu'à la base, ton sujet d'histoire était relié à Céline ou pas du tout, de maîtrise? J'avais quelques idées. J'avais quelques idées sur Céline, j'avais quelques idées sur Camus, mais surtout sur Céline, mais je savais pas trop comment les amener. Puis quand j'ai rencontré David Descaries au département la première fois, c'était juste pour en savoir sur le programme. D'accord. Tu sais, c'est une rencontre vraiment informelle, une rencontre plus technique, si tu veux. Puis ça s'est rapidement transformé en discussion à brûle-pourpoint ou qu'est-ce qui serait le fun de travailler sur Céline, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait. Puis ça l'a cliqué rapidement, puis on a mis la main là, sur un sujet qui, à date, me semble inédit. Hein. Donc, c'est ça, d'accord. Mais donc, est-ce que tu as choisi, si on peut revenir rapidement sur pourquoi Céline, pourquoi cette œuvre-là? C'est un auteur auquel tu t'intéressais déjà avant? Oui, tout à fait. Comme je te disais avant d'entrer en ondes, j'étais célinien avant de l'être professionnellement. Je m'intéresse à toutes les littératures, mais particulièrement, depuis le cégep, disons que j'ai vraiment une passion pour la littérature française. Puis quand j'ai rencontré l'œuvre de Céline au bac, ça a été un choc pour moi. Ça m'a soufflé complètement. J'avais jamais lu rien de tel. C'est des livres bulldozers qui écrivait Céline. Là. Ça te rentre dedans, tu te sens comme possédé par son écriture. Il y a quelque chose de puissant dans son œuvre. Puis c'est ça ne m'a pas quitté depuis. Puis donc l'occasion de faire un doc sur lui, là,
C'est une occasion en or. Très beau jeu de mots. On est très content de t'avoir à l'Université de Moncton pour pouvoir en parler. Et puis, on est très content que tu participes aussi à ma thèse en 180 secondes sur ce sujet. Si tu me permets, c'est génial cette initiative-là. C'est vraiment génial parce que c'est vraiment le fun. Ça permet de synthétiser. Mais c'est des défis aussi. Parce que, tu sais, en tant que chercheur, on est souvent chez soi avec nos piles de livres, puis on n'a pas l'occasion souvent de parler de littérature, ou encore moins de le faire de façon hyper concise. Donc, ces initiatives-là, je veux juste me permettre de vous féliciter à l'ACFAS Acadie, puis tu fais merci beaucoup. Travail vraiment bien. Pour continuer sur Céline, comme les téléspectateurs ou les spectateurs le savent, Céline est controversée à cause de son antisémitisme et de son racisme que lui-même reconnaissait d'ailleurs, assumé complètement. Est-ce que cette facette de Céline, cet antisémitisme, ce racisme, ont été un frein au choix de ce sujet ou plutôt une source de curiosité pour toi? Ça a été plus une source de curiosité, même quelque chose de stimulant. Puis là, je trouve ça vraiment important de peser mes mots puis de bien m'expliquer. On peut être célinien sans être pro-Céline. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'œuvre, mais je ne cautionne pas tout ce que l'homme a dit ou tout ce que l'homme a fait. Et j'aimerais développer un petit peu cette idée-là, hein, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Tu sais, en France, surtout en France, ici, c'est pas tant un problème parce qu'on a réédité les pamphlets avec une édition critique au Québec. Ouais. C'est un sujet qui est moins chaud, disons, mais en France, ça se dispute vraiment avec beaucoup d'ardeur. Toujours. C'est ça, mais d'un côté, tu as ceux qui veulent amoindrir l'importance des pamphlets. D'un autre côté, tu as ceux qui, je trouve, qui l'exagèrent un peu. Moi, je pense que ces deux approches-là sont contre-productives parce que les pamphlets font partie de l'œuvre. On ne peut pas dire qu'il y a une œuvre romanesque et une œuvre pamphlétaire. Je veux dire, oui, il y a plusieurs genres littéraires, mais ça s'inscrit dans une certaine cohérence de son œuvre. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il faut l'assumer. Puis la dérive d'antisémitisme de Céline ne s'excuse pas, mais s'explique de différentes façons. Puis je pense qu'il faut l'aborder de front, ce sujet-là. On peut plus se permettre de le mettre de côté, de l'amoindrir, ou de se fermer complètement, comme certains le font aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens très, très intelligents qui se faisaient les avocats d'une censure de ces écrits de Céline-là. Puis je pense que c'est un problème aussi. Je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. Quand j'ai dit que je suis célinien, mais je ne suis pas pro-Céline, ben, on n'accuserait pas un historien qui travaille sur Adolf Hitler d'être hitlérien. On ne lui dirait pas que c'est un nazi. Je veux dire, on peut... Là, si je prends un exemple épouvantable, là, parce que Céline, malgré ses bêtises, n'a rien à voir avec Hitler. Là. Mais il ne faut pas qu'il y ait de frein. Puis dans le milieu académique, en ce moment, avec les scandales qu'il y a eu à Ottawa, avec différents trucs qui se brassent, ben, je pense qu'il doit y avoir une liberté de recherche puis une liberté de pensée qui prime surtout. Puis il suffit de bien faire les choses, puis de rien glisser sous le tapis. Hein. C'est ça, de considérer Céline comme un tout, en fait, qu'on ne va pas s'interdire d'étudier au motif que ça a été quelqu'un de très peu fréquentable de son vivant, finalement, sur certains aspects, évidemment. Tout à fait, entièrement. En fait, Céline est un raciste. Je veux dire, je travaille sur un auteur qui, oui, est génial, que, oui, a révolutionné la littérature française, sa graphie, sa façon de l'écrire, mais c'était aussi un raciste. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Il n'était pas que antisémite, Céline. Dans ses livres, oui, il y a eu beaucoup d'utilisation de mots qu'aujourd'hui on ne peut plus utiliser, puis fort heureusement, là, ou qu'on doit utiliser de façon très, très... précautionneuse. Exactement. Ah non, c'est sûr. Donc on va aller un peu plus loin pour ton sujet de thèse vraiment, parce que je sais qu'il y a des spectateurs, notamment des spectatrices, qui attendent cela avec impatience. Donc ton sujet porte sur la rhétorique de l'obsession de l'or, et plus généralement de l'argent, dans l'œuvre de Céline. Donc quel rapport Céline entretient-il avec l'or et puis avec l'argent et est-ce que toi-même tu as été surpris en étudiant l'œuvre sous cet angle à travers tes recherches? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu me demandes. Oui. Je vais essayer de... Ta thèse en 3 minutes, s'il te plaît.
Ben écoute, pour ce qui est de l'art et l'argent, j'avais déjà eu une piste. Parce que moi, j'ai lu presque toute l'œuvre de Céline il y a très, très longtemps. Puis là, je m'y suis remis pour la préparation de mon doctorat. Puis ça m'avait déjà. L'obsession de l'art m'avait déjà tilté quelque chose, là, m'avait sonné une cloche. Puis, comment je pourrais dire? Céline est paradoxale à plein de niveaux. C'était un homme qui pratiquait la médecine sociale. La médecine sociale. Ouais, c'était quelqu'un qui a pratiqué la médecine de façon volontaire ou presque gratuite ou pour une rémunération assez faible. En même temps, c'est un homme qui écrivait des pamphlets antisémites. Céline, c'est un homme qui était considéré comme antipatriote, mais pourtant, il était 2 fois volontaire pour aller à la guerre. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Puis pour ce qui est de l'argent, à partir du voyage au bout de la nuit, on sent qu'il y a une conscience sociale qui est très, très forte dans l'œuvre. On sent que la répartition des richesses, que le monde dans lequel Céline vivait, à certains égards, peut ressembler à notre monde. Puis il y a déjà une critique du capitalisme qui est très, très forte, qui n'est pas transformée en idéologie. Mais on a une critique de ça. Puis d'un côté, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as le Céline qui dénonce le pouvoir du dieu de l'art, comme il l'appelle. Mais tu as aussi le Céline qui cache des pièces d'or dans dans ses vestes, qui enterre des lingots au Danemark au cas où qu'ils doivent... parce qu'il savait bien que la soupe était chaude là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il savait bien qu'il allait devoir s'exiler. Donc c'est ça, son rapport à la richesse est encore une fois là, teinté de paradoxe. Puis, mon Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? L'or et l'argent dans l'œuvre de Céline, comment toi tu le vois? Est-ce que tu as été surpris par ce que tu y trouvais? Ben c'est ça. En le relisant, c'est partout. C'est partout présent. Dans les noms de ces personnages. Parce qu'on a aussi. C'est parce qu'il est question d'argent à plusieurs niveaux. Moi, c'est vraiment l'art, au R, le métaux précieux, que je mets au centre de mes recherches. Parce qu'il y a énormément de mentions de louis d'or, de pièces d'or, dans les noms des personnages, Krogold, Nora. Il y a le phonème or qui apparaît vraiment souvent. Puis ce que je voulais dire tout à l'heure, puis je me suis perdu un petit peu en explication, c'est que pourquoi il y a le mot obsession dans mon titre préliminaire de thèse, c'est que l'écriture célinienne, c'est une écriture qui est obsessionnelle. Quand il se met à décrire ou à écrire sur quelque chose, Céline n'est pas capable de boucler un truc à un paragraphe. Là. Si on prend par exemple Féerie pour une autre fois, ben, c'est un livre dans lequel l'histoire est super simple. C'est une amie qui rentre chez lui. Elle veut faire signer des livres parce qu'elle sent que Céline va peut-être être exécutée par l'épuration. Fait qu'elle se dit que les livres vont valoir beaucoup d'argent. Puis là, Céline, le personnage de Ferdinand, se met à délirer complètement. Puis pendant 200 pages, on n'entend plus parler de la dame en question, de qui on pensait allait devenir un personnage important du livre. Elle disparaît complètement derrière les couches de délire. Personnage, que le personnage. C'est ça. Ouais. Encore là, quand je parlais de paradoxe, Céline dit au début de son livre qu'il n'y a rien de vrai, tout est féerie. C'est sa vie qu'il raconte dans le livre, mais de façon totalement amplifiée, exagérée. Un peu délirante ou... Ah oui. Totalement délirante. Pas un peu, totalement délirant. Oui. Ça aussi, c'est un truc sur lequel il ne faut pas se gêner. On rationalise beaucoup Céline, mais le bonhomme avait une méthode de travail très, très rationnelle, mais il côtoie le délire, souvent. Puis il souffrait de fièvre dû à ses voyages en Afrique. Il en parle beaucoup. Il y a quelque chose de très... très près de la perte de contrôle. D'accord, OK. On va continuer. C'est vrai que sur l'or, est-ce que tu disais il y avait plusieurs niveaux de lecture ou de façon d'aborder, plusieurs niveaux que Céline utilisait pour parler de l'or dans son œuvre. Tu parlais du phonème or. Ouais. Est-ce que la thématique de l'argent est là
est centrale dans certains de ses livres. Est-ce que c'est lié à cette critique dont tu parlais, qui n'est pas une critique pas politisée, mais idéologisée? Est-ce que tu as déjà constaté ça dans ton livre, même si dans ta thèse, même si tu es encore au début de tout ça? C'est une excellente question parce que c'est un thème important, mais je dirais pas que c'est un thème principal. Dans l'œuvre de Céline, tu as la mort, que ça, c'est le thème central. Mhm. L'horreur de la guerre, à tous les niveaux, l'horreur individuelle comme l'horreur collective de la guerre. Mais l'art, je dirais, est une obsession très importante, mais une obsession secondaire. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est quelque chose qui revient souvent. Il n'y a pas de... Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous ces livres, il est souvent question d'argent, il est souvent question de répartition de la richesse, il est souvent question soit de paiement ou de quoi que ce soit, de transaction, de valeur des choses. Mais c'est jamais le thème central. C'est un peu ça qui rend l'angle, je trouve, mon angle de recherche intéressante dans l'œuvre, c'est que je rentre un peu par le côté. Ouais, un côté original où il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur ce sujet-là au final. Ouais. Donc, effectivement. Ça en est même problématique parce que c'est difficile de trouver. Effectivement, en recherche, on aime bien s'appuyer sur ce qui a été fait avant pour progresser. Et effectivement, là, à partir d'un sujet sous un angle assez nouveau, c'est un défi. Donc, c'est beau de le relever. On va continuer un peu avec Céline et plus sur le côté antisémitisme. OK. Donc, pour celles et ceux qui ont assisté à la performance de Eric à ma thèse en 180 secondes, donc tu avais souligné que Céline a été traumatisé par la Première Guerre mondiale, parce qu'il a été blessé, puis ça l'a vraiment atteint physiquement et psychologiquement. Tu laissais entendre que finalement, je ne vais pas mettre des mots dans ce que tu as dit, mais bref, la façon dont j'ai compris, c'est que Céline avait développé un sentiment antimilitariste, un sentiment presque pacifiste, à cause de cette expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, et que ça aurait pu générer en fait ou appuyer son antisémitisme dans les années 30, en fait, au moment où il publie ses pamphlets antisémites, et au moment aussi où on a l'Allemagne nazie qui se développe, où Hitler arrive au pouvoir en 1933, et on s'en va vers une nouvelle guerre dans les années 30, suite à la crise de 29 notamment. Donc, est-ce que ces idées ou son traumatisme de la guerre, son pacifisme, son antimilitarisme ont alimenté son antisémitisme en vue de éventuellement empêcher, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais empêcher la survenue d'une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne? On voit vraiment que tu as fait tes devoirs. Hein? J'ai essayé. C'est vraiment une question qui est au cœur même des débats sur Céline. C'est une question qui est capitale parce que un des problèmes avec Céline, c'est qu'il ne s'est jamais excusé. On aurait aimé ça, étant donné qu'il n'a pas été exécuté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu de la chance comparé à de Noël, Brasilac, etc. Là, je pourrais en nommer plusieurs. Il y a eu une peine de prison qui est, somme toute, relativement courte. Lui, c'est pas ce qu'il en aurait dit, là, mais je veux dire, il s'en est relativement bien tiré. Disons-le comme ça. Par rapport à d'autres. Un des gros problèmes avec Céline, c'est ça, c'est qu'il n'a jamais fait de mea culpa sur son antisémitisme. Il a refusé qu'on réédite les pamphlets après la Deuxième Guerre, ce qui était, à mon avis, la moindre des choses. Là. Mais non, c'est ça. Puis en plus, là, je vais marcher sur des œufs, là, mais je vais faire un statement. C'est qu'à mon sens, Céline était quelqu'un de raciste, mais c'était pas un nazi. Dans le sens que, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'en prend à plusieurs ethnies, à plusieurs nationalités dans ses livres. Puis après, quand il fait son comeback, si tu veux, là, quand il revient en France puis il se remet à publier des livres, ben là, il parlera plus, il va plus laisser libre cours à son délire antisémite, mais il va se mettre à délirer complètement sur le péril jaune, par exemple. Il va apprendre à son perroquet à chanter les steppes d'Asie orientale au cas où les Chinois débarqueraient en France. C'était un... C'est ça, je veux dire... Puis, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est... Mon Dieu, il y a tellement de choses dans la question que tu as amenée. Céline, au départ, c'est un médecin hygiéniste.
Si on replace ça à l'époque, l'hygiénisme, les intellectuels de l'époque fréquentaient des eugénistes aussi. Mhm. Donc, les théories D'épuration. d'inégalité entre les races, puis de dire que telle ethnie est moins hygiénique Moins que pure ou d'autres, moins méritante. moins civilisée. Hein? Ouais. Bref, là, tu sais, je veux dire, c'est à la grande exposition de Paris, à la fin du 19e, on apportait des Autochtones en cage là, pour les montrer, ou des Camerounais. Tu sais, c'est impensable aujourd'hui. La mentalité, là, j'excuse pas Céline, je Ouais. l'excuse pas, mais je fais juste dire que c'est important qu'on sache que à son époque, c'était un peu dans l'air du temps. Ça, c'est début 20e, l'exposition Ouais, coloniale. exact. Il y a eu l'affaire Dreyfus aussi, en France, qui a séparé l'opinion, qui a scindé l'opinion complètement. Puis l'autre aspect que tu amènes qui est drôlement intéressant, c'est que ça va être son excuse à Céline. Lui, il va dire, j'ai fait la Première Guerre, j'ai vu que c'était un charnier, j'ai vu que c'était inutile, j'ai vu des morts à la pelle, il ne faut pas que ça se reproduise. Puis là, le problème, c'est que si on s'arrête là, ça fait bien du bon sens. Je veux dire, personne souhaite une autre guerre mondiale. Je veux dire, sauf que lui, le problème, c'est qu'il va continuer Là, c'est là qu'il va se mettre à délirer un peu. Il va continuer sa réflexion en disant, bien, c'est les Juifs qui font de mauvaise presse à Hitler. C'est les Juifs qui veulent qu'on aille faire leur boulot en s'attaquant à l'Allemagne. Puis c'est un discours qui va, malheureusement, qui va avoir beaucoup de succès. Ses pamphlets se sont vendus. Il a fait fortune avec ses pamphlets. Là. Ben, fortune. Autant que le littéraire peut faire fortune, mais il a fait beaucoup d'argent avec ses pamphlets antisémites. C'est l'obsession de l'argent. Ben oui, c'est un aspect sur lequel je dois t'avouer que je ne suis pas encore assez documenté, donc je vais y aller rapidement. Mais oui, il y a une question de. Parce que, tu sais, il a accepté des rééditions jusqu'à tard. Là. Si ma mémoire est bonne, jusqu'en 1943. En 1943, je crois pas que les images des premiers camps n'étaient pas encore largement diffusées, mais on savait qu'il se passait des choses vraiment, vraiment pas catholiques là, du côté allemand. Puis, tu sais, quand tout à l'heure je disais que Céline est un raciste, mais pas un nazi, je trouve ça important de le dire parce qu'il a fréquenté des collabos en France. Il a fréquenté certaines personnes qui jouaient sur les deux tableaux, si tu veux. Il a même fait un voyage au Canada pour rencontrer Adrien Arcan, qui était le chef du Parti fasciste. Mais en même temps, on retrouve jamais Céline en chemise brune. On le retrouve jamais avec un brassard, on le retrouve jamais en train d'appuyer un parti. Donc, c'est comme s'il y avait une proximité d'idées, s'il se retrouvait dans le racisme de l'idéologie, mais que tout le reste, ça collait pas trop à lui. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu avais ramené une citation, donc le livre. Oui, vous m'excuserez, il y a des gros mots dedans, mais c'est Céline. Hein? Justement, à ce sujet-là, c'est quelque chose qui va. Ce que je vais lire, c'est que Céline va le répéter 100 000 fois, autant en entrevue que dans ses livres. Il va dire que ça, c'est dans Ferry pour une autre fois. À propos de la Première Guerre, il va dire, en sorte surtout de la guerre de 14, pour ça que je me suis insurgé, que j'ai piqué la colère, la nom de Dieu, que ça recommence pas. Je voulais empêcher l'abattoir. Ah merde, qu'est-ce que j'en ai pris? Il m'a montré l'abattoir de quel bois il se chauffe. Donc, Céline, dans sa tête ou dans sa position, dans sa façon de s'excuser, lui, il voulait éviter un prochain charnier. Puis, tu sais, ce qui est très, très malheureux, c'est que son premier pamphlet antisémite, Bagatelle pour un massacre, a un titre qu'on peut mal interpréter après coup. Mais la citation en exergue de ce pamphlet-là, c'était pour bien se marrer dans les tranchées. La bagatelle, c'est l'argument de balai, c'est pas pour dire c'est pas pour dire que s'il n'y avait rien là, qu'il y a un massacre. Le titre a été comme drôlement réinterprété après, mais Céline vraiment se mettait dans la position « je veux empêcher la guerre ». De quelle façon il s'en est... De quelle manière il s'en est pris,
C'est tout à fait discutable. Puis moi, j'ai pas de problème Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on le blâme. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on le censure. Qu'on censure. Mhm. Puis tu sais, je dois être bon joueur parce que j'écoutais un débat à un moment donné sur... parce qu'il faut savoir, peut-être rappeler aux auditeurs, là, en France, les pamphlets antisémites n'ont pas été réédités. Gallimard voulait le faire, mais ça n'a pas fonctionné. C'est une édition québécoise qui les a réédités, avec un appareil critique, là. Mais il y a un- je- il y avait l'avocat de Céline, Jean Guibault, qui débattait. Mon Dieu, excuse-moi, la mémoire me joue un mauvais tour, là. Il débattait quelqu'un qui lui se faisait l'avocat de la censure totale des pamphlets de Céline. Puis son argument disait, ben, les pamphlets vont complètement détruire l'appareil critique. Puis même si je suis... Parce que les pamphlets sont écrits maintenant avec une mise en contexte, puis des notes de bas de page. Mhm. Puis d'une certaine façon, il a raison. Si tu prends quelqu'un qui est radicalisé, qui est raciste, puis qui achète l'édition même dotée d'un appareil critique formidable, mais il pourrait peut-être utiliser le pamphlet à mauvais escient, là, tu sais. Ce qui est le cas pour beaucoup d'œuvres, finalement. C'est pas... Ben oui, rendu là, exactement, exactement. Je veux dire, oui, tout à fait, tout à fait. Je veux dire, un dictateur quelque part dans le monde pourrait utiliser 1984 comme mode d'emploi, là. Je veux dire, rendu là. Je pense qu'il y en a qui l'ont fait. On va continuer un petit peu, mais plus sur le côté politique. Donc, tu disais justement qu'il avait pas, il y avait une critique, certaines critiques du système dans lequel il vivait, notamment du productivisme et du capitalisme. Donc, Céline lui-même se définissait comme anarchiste, pour peu importe ce que ça voulait dire finalement, comme anarchiste. Et il avait même été soutenu par des anarchistes pendant son procès en 1950 pour trahison en France. Euh, alors évidemment, il était probablement pas proche de l'anarcho-communisme en tant que tel, Non, étant non, donné non, ses non. positions, Non, non. et plus proche d'un anarchisme de droite ou d'un anarchisme, disons, individualiste. Donc, est-ce que cette auto-qualification de sa part, c'est quelque chose qui peut te servir comme grille de lecture, comme angle d'approche pour ton sujet de thèse? Effectivement, c'est une très bonne piste. Une très bonne façon un très bon angle pour envisager l'œuvre de Céline. Toutefois, c'est à prendre avec des pincettes parce que Céline, c'était pas une idéologue. Mhm. Puis moi, j'ai de la difficulté. Là, c'est mon point de vue personnel, là. Je veux dire, vous me corrigerez dans les commentaires, là, mais je pense pas que Céline était vraiment à gauche ou à droite. Ou... Tu sais, parce qu'il y avait des traits de personnalité antisémites, à droite, etc. Puis il y avait une hantise aussi du bolchevisme. Il y avait un refus de l'idéologie, en fait, même si... Ouais, il garde pas. Tu sais, il y avait plusieurs, surtout cette époque-là de l'histoire française, les gens étaient, tu sais, t'avais le bloc communiste qui écrivait, puis qui avait des relations avec Moscou, puis avec, tu sais, alentour voyons, le Triolet, puis Aragon, puis t'avais d'autres auteurs près de la droite chrétienne, par exemple. Ben, Céline, il colle pas. Céline, il colle pas à aucun. Puis, moi, j'ai de la difficulté beaucoup avec ce terme-là, anarchiste de droite, parce que ça a beau exister, c'est bizarre. Oui. Parce que. Il se qualifiait pas lui-même d'anarchiste de droite. Non, non. Il disait juste anarchiste, et puis après, c'est des gens qui ont interprété pour Ouais. dire, bon, il n'était pas narco-communiste, il était plus de Non, droite ou vraiment pas. individualiste. Il y avait aussi peur du communisme que des Juifs, là. Mhm. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les dispositions xénophobes ou racistes de l'époque ressemblent beaucoup aux dispositions racistes d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi ressemble le débat en France, mais j'en ai une petite idée là, avec des Zemmour ou Frankelkalt. Mais au Québec, avec des Mathieu Bock-Côté ou des... on a le discours de l'islamo-gauchisme. Tu sais, tout est islamo-gauchiste dans la tête de ces hommes de droite-là. Mais à l'époque, la crainte qui prenait les devants, ben, c'était le judéo-bolchevisme. Tu sais, on voit que les choses n'ont pas beaucoup changé. Puis, tu sais, dans le discours de droite actuel, on parle souvent de racisme inversé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, là, ou de racisme anti-blanc. Mhm. Mais à l'époque, pour avoir relu là, fraîchement Bagatelle pour un massacre, un des principaux reproches que Céline fait aux Juifs, c'est d'être raciste. Moi, ça me fait rire. Je veux dire, je ne devrais pas en rire. C'est pas, Oui, ça te fait... pas- ouais. je ne ris pas de ça parce que la situation est drôle, mais
je ris de la position de Céline. Parce De que, l'ironie de sa position ou... exactement, c'est à quel point c'est ambigu. Tu sais, je veux dire, tu peux pas t'acharner autant sur une. Tu peux pas cibler avec autant de violence un groupe ethnique Mhm. en les traitant de racistes. Je veux dire, ça. T'es pas en train d'être raciste en écrivant un livre de 300 pages pour, pour leur taper Ouais, sur le. tu parlais tout à l'heure Tu sais. des paradoxes qui existent dans l'homme qui était Céline. Ouais. Non, c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'à ma thèse en 180 secondes, j'aimais l'idée du Dr. Jekyll and Mr. Hyde, parce que ce personnage-là, c'est un personnage qui est. On le voit comme deux personnages, Mhm. mais en fait, c'est une seule personne. C'est un seul homme. C'est le génie littéraire d'un côté, et de l'autre, il y aurait l'homme antisémite, raciste, Délirant. et les deux personnages n'auraient aucun rapport l'un avec l'autre, mais Ben non, c'est le même homme. c'est ça. C'est le même homme. Puis tu sais, je veux dire, là, je vais tenter peut-être un parallèle un petit peu boiteux, mais lui, c'est un génie, un grand génie de la langue française, mais ramenons-nous un peu à échelle plus humaine. Bon, on a toutes des belles grandes qualités, mais on a tous aussi des petites faiblesses, on a tous nos préjugés, on a tous des parties dont on est moins fier, tu sais. Mhm. Ben, amplifie ça fois 1000, ben, t'as Céline. Ouais, c'est sûr vu comme ça. On va passer maintenant aux questions du public. Yep. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Donc, je vais tout de suite les prendre. Alors, on va aller les premiers. Alors, il y a des commentaires. On peut être célinien sans être pro-Céline, très juste, de Tania. Alors, Régine qui nous dit « L'or, symbole de perfection, a une valeur ambivalente, symbolise aussi le pervertissement et l'exaltation impure des désirs, non ?» C'est très précis, mais oui, tout à fait, parce que Céline va insister beaucoup sur tout ce qui est plaqué art, le lettrage des grands hôtels, sur l'ornementation, parce qu'il ne fait pas beaucoup de descriptions de lieux, mais quand il en fait, il est à peu près sûr de retrouver quelque chose de plaqué art. Puis oui, l'art est aussi associé au... parce que la figure du patron dans ses deux premiers livres, dans Voyage au bout de la nuit puis Mort à crédit, la figure du patron passe dans le tordeur. Fait que, tu sais, oui, l'idée de celui qui garde la richesse pour lui, le personnage avare qui se... Bah, c'est le cliché aussi antisémite du juif banquier, par exemple. Ouais, tout à fait. Puis curieusement, Céline l'exploite pas tant, ça. Mhm. Il va dire que les Juifs ont tout l'argent du monde, les banques, etc. Mais il va pas aller du côté de la... Parce qu'il y a une iconographie qui était forte de la propagande allemande, tu sais, qui représente vraiment un Juif avec des traits animaux, là, ou des traits presque de rat, là, tu sais, avec son argent et tout. Céline va pas de ce côté-là. Même s'il va parler énormément de l'appropriation des richesses des Juifs, il ne va pas de ce côté iconographique-là. Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment, c'est formidable comme question parce que ça l'amène des images aussi de propagande en tête. Là. Toujours Régine qui nous demande si Céline n'est-il pas en permanence dans une posture, finalement? N'est-il pas Oui, ok, par exemple, oui, excuse-moi, je cherchais, j'attendais une posture. Il n'y avait pas de. J'attendais dans quelle posture. J'interprète la question, mais je pense que c'était dans ce sens-là de. Oui, bien, excellente question, parce que oui, Céline se jouait lui-même. Il s'est joué lui-même toute sa vie. Il a joué au bon docteur comme il a joué à l'antisémitisme. À l'antisémite, il s'est mis en scène. Puis où c'est le plus remarquable, c'est à son retour à la vie civile, là, après la Deuxième Guerre mondiale, quand il habitait à Meudon. C'est le grand-père du grunge. Là. Il y avait 3-4 morceaux de linge troués, mais tu sais, de sorte à ce que chaque trou nous montre qu'il y a un étage, qu'il y a une épaisseur, qu'il y a une plus. Puis il marchait voûté, il y avait tous les animaux alentour de lui. Oui, il était tout le temps en représentation, si on veut.
Puis oui, Parce il est en posture. qu'à son retour en France, il était pas dans la notoriété spécialement. Meudon, c'est pas un centre névralgique de la France. C'était plutôt, je vais pas dire à la campagne, mais en tout cas pas Ben, reclus, mais isolé. mais même si, tu sais, parce que oui, tu parlais de ces accusations tout à l'heure, il a été accusé d'indignité nationale finalement. Mhm. Ça devait quand même pas être agréable d'être à Paris. Dans l'après-guerre. On n'en parle pas souvent, mais l'épuration des femmes qui étaient rasées, Mhm. violées en pleine rue, attachées au poteau, des Oui, il y collaborateurs. a eu des représailles, oui. Il y a eu des représailles très, très, très violentes. Fait que donc, ouais, c'est clair que Céline Abo, même si c'est un amoureux de la butte Montmartre qui a passé une grande partie de sa vie là, il n'avait pas intérêt, je pense, à vivre aussi près de Paris. Puis, tu sais, en habitant en périphérie de Paris, ça lui a permis de recréer tout un monde aussi. C'est vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup de comédiens, beaucoup d'artistes qui allaient le visiter à son pavillon de Meudon. D'ailleurs, enfin, juste petite anecdote, en faisant des recherches sur Céline, j'ai vu que sa femme, j'ai oublié son nom, mais, Lucette, elle habitait encore le pavillon de Meudon jusqu'à sa mort, donc qui était seulement l'année dernière. ah ouais, elle est morte Donc, à 107 ans. oui, c'est ça, un ouais. âge très avancé. Donc le pavillon, je ne sais pas s'il y a une plaque sur le pavillon spécialement. Je sais que Céline avait mis une plaque pour dire qu'il était docteur Ouais, Louis-Ferdinand docteur Destouches. évidemment. Ouais. Ouais, docteur Destouches. Je sais pas si t'as pas écrit dit Céline ou quoi que ce soit, c'était docteur Destouches. Mais sur la tombe en soi, c'est écrit dit Céline quand même. Oui, puis il y a le fameux 3 mois, là, ça on n'a pas parlé, mais c'était une métaphore des belles femmes, des danseuses. Pour lui, quand lui et John Paul parlaient des femmes gracieuses, en argot populaire à l'époque, il disait hey, c'est un 3 mâts, elle. C'est une façon comme. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a un 3 mâts sur la tombe de Céline. Oui, carrément. Puis il était aussi. Ça, je pense qu'il tenait ça de son père. Il était aussi fasciné par la chose navale. Donc, il y avait comme plusieurs. Il y a toujours plusieurs niveaux de sens avec Céline. C'est ça qui est formidable, en fait. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, question de Sonia. Si on ne connaît pas Céline, par quel livre commencer? Wow! Ben, ça aussi, c'est une belle question parce que ça peut faire peur, l'œuvre de Céline. Tu sais, c'est 10 000 pages en papier Bible. Là. Oui, ça, c'est toute l'œuvre. Oh, oui. Toute l'œuvre que tu vas devoir lire ou que tu as déjà lu de toute façon pour faire ta thèse. Exactement. Moi, j'aime dire aux gens de commencer par Mort à crédit, mais non, allons-y avec le classique. Lisez Voyage au bout de la nuit, ton premier livre. Il y a un jeu sur la langue, mais c'est pas encore, comment je peux dire, c'est pas encore un obstacle à la lecture. Parce que Céline va travailler la langue française à un point tel, les néologismes, les illusions, l'utilisation des 3 petits points très fréquentes, qui va faire à un moment donné que c'est un petit peu plus difficile à lire, si on veut, ou ça prend une lecture plus active. Donc oui, le voyage. Commencez par le voyage, puis je pense que c'est tellement bon le voyage que vous allez lire les suivants. On vous le souhaite. Une question, justement, peux-tu nous parler de Mort à crédit, roman dans lequel ta thématique est la plus importante? D'après David. OK, super. Mort à crédit, en fait, c'est ça. C'est un livre qui parle de l'enfance, qui parle de son enfance à Céline. Il est question de... Parce que lui, il vient du passage Choiseul. C'est une petite allée à peu près dans le centre de Paris où il y avait plein de petits commerçants. Il est fils de petits commerçants. Sa mère faisait dans la dentelle. Dans Mort à crédit, son père est employé de bureau, mais dans la vraie vie, j'ai oublié c'était quoi. Pardon. Ça arrive. Pardon, je suis tu es célinien, tu n'es pas père de célinien. Puis, non, c'est ça. Fait que la question de l'argent commence dans le livre par l'obsession de ses parents, de faire de bonnes affaires, d'être capable de manger mieux. C'est un truc qui revient tout le temps. Puis c'est drôle parce que dans ce livre-là, le personnage du père, Auguste, est un personnage qui délire, mais solide. Il est tout le temps en train d'hurler, de crier. Il a peur de manquer d'argent, il a peur de manquer d'or, il a peur pour sa réputation. Il est dans un état d'angoisse hystérique totale. Puis, ma foi, ça ressemble parfois à Céline lui-même, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis la question de l'argent va être là, même lorsqu'il parle de son enfance. Puis ensuite, évidemment, oui, toutes les aventures
Parce que ce qui est intéressant avec Mort à crédit ou avec la plupart des livres de Céline, c'est que c'est pas. Ils ont, il y a un travail sur la langue qui est très laborieux pour nous amener près du langage parlé, de l'argot et tout. Mais la façon que les récits sont construits, c'est quasiment du Dickens, là. C'est d'une courte histoire qui t'amène à une autre, à une autre, à une autre, d'une mésaventure à l'autre, tu sais. Puis c'est ça, dans Mort à crédit, dans chacune des mésaventures qui ponctuent le récit, il est question de fric, il est question d'argent, il est question d'or. D'accord. Question suivante de Zachary. Quelles sont les théories que vous utilisez pour interpréter les œuvres de Céline? Ça, c'est une question intéressante parce que l'appareil théorique n'est pas constitué encore. Donc, je vais être super honnête. Je suis au début. En ce moment, ce que je fais, c'est que je relis l'œuvre, je relis les biographies. Écoute, pour l'instant, ce qu'on a mis sur la table à dessin, là, en ce moment, il y a beaucoup question de Bourdieu pour l'utilisation des biens symboliques, par exemple. Évidemment, oui, tu as parlé de certains auteurs anarchistes qui vont être convoqués. Mais mon appareil théorique est à ses débuts. Je suis en train de le construire. Donc, Est-ce que tu t'intéresserais aussi à Roland Barthes, par exemple, au niveau de la sémiotique ou... Je ne sais pas si je vais aller là. D'accord. Je ne sais pas si je vais aller là. Parce que si on parle de symbolisme, finalement. Ouais. Je ne crois pas que je vais aller là, mais qui sait? Qui sait? Une autre question de Valérie. As-tu connaissance d'analyses céliniennes, au sens que tu as d'être célinien sans être pro-Céline, effectuées par des chercheurs ou des auteurs juifs? Et si oui, quelles sont les différences notables avec les analyses plus communément diffusées? Ça, c'est vraiment une chouette question parce que les plus grands défenseurs de Céline sont des juifs. Ah oui. Il y a un mec qui s'appelle Émile Bramy qui a une librairie à Paris qui est consacrée entièrement à Céline. Ça s'appelle D'un livre à l'autre. Il a écrit, si ma mémoire est bonne, il a écrit 2 biographies de Céline, puis il a écrit dernièrement un livre absolument formidable sur les rapports plausibles entre Céline et Hervé. Hergé, pardon. Hergé. Ouais. Donc, l'idée du capitaine Haddock avec ses insultes colorées versus les insultes. Tonnerre de Brest, par exemple, ça se retrouve dans Mort à crédit. Pour regrouper, réunir les céliniens et les tintinophiles. Ouais, mais c'est ça, mais la position de Bramy, c'est de dire que les deux hommes, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de photos, d'eux ensemble, mais ils auraient été souvent aux mêmes endroits où il y aurait eu des amis en commun. Puis aussi, il y a malheureusement une communauté d'esprit aussi. On l'oublie, mais Hergé était très à droite. Je veux dire, il avait une vision colonialiste assez brutale, en fait, quand on voit Tintin en Amérique ou surtout Tintin au Congo. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'intellectuels juifs qui défendent et qui sont justement céliniens sans être pro-Céline. C'est beau. Une autre question de Régine. Alors, je pense que c'est par rapport à la question précédente. Elle parle des écrits de Julia Kristeva, philosophe, sujet et victime de son idéologie antisémite, sans morale mais aussi sans espoir. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Moi, je suis désolé. Je connais Kristeva, mais je ne connais pas ce. Je ne voudrais pas parler à travers mon chapeau. Eh bien, désolé. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Si vous avez encore d'autres questions, écrivez-les rapidement maintenant. Merci beaucoup, jusqu'à date, pour vos questions. C'est vraiment stimulant. Oui, c'est une très bonne question. Je n'en vois pas d'autres. Ah, si, j'en vois une autre. Une question de Caroline. Une biographie de Bébert, le chat de Céline, a été écrite par Frédéric Vitou. Quelle est sa véritable importance dans la vie et l'œuvre de Céline? Ah, ça, c'est génial, ça, parce que tu me connais, je suis amateur de chats. Je suis un freak des chats. Céline est aussi. Puis, je ne sais pas quel éditeur, la mémoire me joue un tour, mais il y a un éditeur qui avait relancé l'intellectuel Frédéric Vitou pour lui proposer d'écrire une biographie de Céline. Puis, il s'est dit, encore une biographie de Céline, c'est pas intéressant. Puis, finalement,
il a retourné le projet à son éditeur. Il a dit qu'est-ce que tu en penserais si je faisais. Qu'est-ce que tu penses de l'idée si je faisais plutôt une biographie de Bébert le chat, le chat principal de Céline? Puis surprenamment, l'éditeur a dit oui. Puis Frédéric Butoux a fait un travail incroyable. Là. Il a fait vraiment un travail biographique incroyable. Puis d'où c'est intéressant, c'est parce que le chat Bébert est un chat de la butte Montmartre. Il était témoin des bombardements alliés sur Paris lors de la Libération, mais il est aussi un témoin privilégié de la fuite de Céline. C'est-à-dire que Céline puis Lucette, son épouse, ont pris le train d'abord pour l'Allemagne pour essayer de rejoindre le Danemark, mais ils ont traversé une Allemagne en flammes, littéralement, Oui. une Allemagne bombardée, dévastée par les Soviétiques, par les Alliés. Puis Bébert le chat était toujours là, dans un sac. Bébert le chat était au château de Sigmaringen quand Céline soignait les... je ne l'ai pas dit ça, hein, on n'a pas mentionné. Bien, vers la fin de la guerre, toute l'intelligentsia de la collaboration s'est retrouvée à Baden-Baden ou Sigmaringen? Sigmaringen, je pense. J'ai un doute. Soit Baden-Baden ou Sigmaringen, une petite ville allemande, dans un château. Puis Céline était leur médecin. Ouais. C'était Avec les dignitaires de Vichy, en fait. C'est ça, tous les dignitaires de Vichy, ouais, c'est exactement. Ceux qui n'avaient pas été tués ou ceux qui allaient l'être. Tu sais. Ils disaient souvent qu'ils étaient entourés de condamnés à mort. Là. C'était pas, c'était pas faux. Puis bref, dans toute l'œuvre de Céline, Bébert le chat apparaît à certains moments. Puis une des thèses de Vitou, qui est absolument formidable, c'est que quand Bébert apparaît, Céline dit la vérité. Ça, je trouve ça drôlement intéressant. Puis pour être en train de relire Ferry pour une autre fois, c'est drôlement fascinant parce que Céline est dans le délire, dans l'exagération. Mais tu sais, Antoine, l'exagération, c'est pas le mensonge. C'est une vérité qui est distordue, qui est amplifiée, qui est... Puis Céline est là-dedans, lui. Tu sais, il prenait souvent comme exemple l'image de quand on met un crayon dans un verre d'eau. C'est pour essayer de le rendre, pour essayer d'y donner l'impression qu'il est droit, ben avec le reflet, ben, il faut bouger le crayon pour enlever son aspect comme s'il était cassé. Là. Mon Dieu, j'ai très mal expliqué, mais je pense avoir ça. À la maison, prenez un verre d'eau, mettez un crayon dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis, ben c'est ça. Puis, quand Bébert apparaît dans les romans, ben soudainement, c'est le délire se calme un petit peu. Puis là, on a droit à quelques paragraphes d'accalmie. Ah oui. Puis là, Bébert s'en va, puis le délire. Alors, c'est un marqueur narratif. En plus d'être un vrai compagnon de Céline, qui a vécu très longtemps. Puis Céline était amoureux des animaux. C'est ça, c'était un personnage d'une grande partie de ses livres. Puis un marqueur narratif. C'est une bonne anecdote aussi. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui, donc je suis ça très humanise content. le bonhomme, tu sais, parce qu'on le voit crier dans la rue contre les Juifs, là, mais c'était pas juste ça non plus. Là, Oui, j'ai vu aussi que Meudon, il soignait des animaux avec ses compétences de médecin. Il était en fait presque vétérinaire, soignait des animaux dans son jardin. Il recueillait des animaux, ce qui ne change rien à ce qu'il a fait par ailleurs, je le répète. Non, on n'excuse pas. Voilà, c'est comme on disait tout à l'heure. On peut tenter d'expliquer, mais c'est pas parce qu'on tente d'expliquer qu'on excuse. Tu sais. Tout à fait. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Il est déjà 14h20. Donc, on va conclure. Ça conclut cette causerie. Merci beaucoup pour toutes vos questions qui étaient vraiment très diversifiées et très intéressantes. Revenez à toutes les causeries, s'il vous plaît. Donc Éric, merci d'avoir accepté cette invitation, vraiment, c'était un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi Antoine. Et merci de contribuer à la production et puis à la diffusion du savoir en français en Acadie, puisque c'est aussi pour ça que l'ACPAS Acadie existe. Donc on espère qu'on te reverra dans d'autres activités. Je remercie également le service à la vie étudiante et socioculturelle représenté par Andy, qui est, vous ne le voyez pas, qui est derrière la caméra, qui gère toute la production et qui nous fait aller d'un écran à l'autre. Et aussi Rémi, qui est le directeur du service, qui, je ne sais pas s'il est là, peut-être derrière.
À vous qui nous regardez, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette petite heure sur la rhétorique de l'or et de l'argent dans l'œuvre de Céline. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement les gens qui nous regardent de l'extérieur du Canada, parce que notamment les gens qui sont à Tunis. Je sais que l'information a beaucoup circulé là-bas. Et je remercie tout particulièrement Régine, qui nous regarde de Villeneuve-d'Ascq en France, qui d'ailleurs a beaucoup contribué aujourd'hui aux questions. Donc merci Régine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook de l'ACFAS Acadie ou au service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton pour suivre nos futurs événements. Nous avons aussi une infolettre à laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir régulièrement un courriel avec toutes les informations sur les prochaines activités. En parlant de prochaines activités, j'en ai tout un tas ici qui arrivent. Nous aurons un webinaire que nous co-organisons avec différentes structures et organismes sur l'éthique et la responsabilité sociale au sein des organisations publiques et privées. Alors c'est sûr que ce n'est pas du tout les mêmes thématiques, hein. C'est sur inscription et ce sera le 25 novembre à 14 h. Toutes les informations sont sur la page Facebook. Une deuxième activité, encore un webinaire, cette fois sur la conciliation travail-famille, notamment en ces temps de pandémie, conciliation indispensable. Donc ce sera le 2 décembre à 13 h, sur inscription également. Toujours le 2 décembre, il y aura donc cette fois en soirée à 18 h 30. Alors 18 h 30, je parle en heure de l'Atlantique, donc convertissez dans votre heure si vous souhaitez y assister. Il y aura des présentations sur l'entrepreneuriat, les entreprises sociales et le management organisées à l'Université Mémorial, mais en français. Toutes les informations arriveront bientôt. Et il y aura, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont en rédaction, donc en thèse de maîtrise ou de doctorat, n'hésitez pas à vous inscrire à un marathon de rédaction pan-canadien qui aura lieu le 4 décembre. Il est organisé donc, notamment par l'Université de Moncton, par l'ACFAS Acadie et les autres sections régionales, et par l'organisme sans but lucratif Taisez-vous, qui est un organisme québécois qui vise à soutenir en fait, les doctorantes et doctorants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce marathon de rédaction. Il y aura des ressources, de l'encadrement assuré toute la journée par Taisez-vous, des astuces de rédaction. Si vous avez du mal à écrire, c'est l'occasion, c'est gratuit et c'est vraiment intéressant. Alors, quant à nous, on se retrouve pour notre prochaine causerie. Ça aura lieu le 11 décembre à 13 h 30, donc même heure, c'est un vendredi aussi. Et j'inviterai Marie-Hélène Marquis, qui est doctorante en éducation à l'Université de Moncton et qui nous parlera du passage vers la parentalité en contexte francophone minoritaire. D'ici là, portez-vous bien et passez une belle fin de semaine. À bientôt.